Au début, j'ai ri comme tous les autres. C'était juste une danse sauvage, maladroite, imbibée d'alcool. Le genre de chose à laquelle on s'attendait à la fin d'une soirée de Noël d'entreprise. Il y avait toujours quelqu'un qui s'approchait trop. Quelqu'un qui allait toujours trop loin. Mais ça ne voulait jamais rien dire. N'est-ce pas? Sauf que cette fois, c'était le cas. Je suis resté adossé au bar, faisant tournoyer le fond de mon whisky, les yeux rivés sur ses mouvements. Riant. Tourbillonnant. Ses bras autour de son cou. Ses mains posées bas sur ses hanches plus bas qu'elles n'auraient dû l'être. Trop familière. Trop rodée. Pas le chaos insensé d'inconnus qui s'amusent. Non. C'était différent. C'était l'intimité sereine de gens qui se touchaient ainsi depuis très, très longtemps. Elle a croisé mon regard à ce moment-là. M'a adressé un petit sourire coupable. Du genre qui dit, astérisque ne fait pas d'esclandre astérisque. Je n'en ai pas fait. Je lui ai rendu son sourire. Serrant si fort les dents que ma mâchoire me faisait mal. Plus tard, quand elle est allée aux toilettes, j'ai vu son téléphone vibrer sur la table. Un nouveau message. De lui. Tes bras me manquent autour de moi au réveil. Pas embrasser. Pas toucher. Dormir. Quelque chose de plus profond. De plus ancien. Une vie secrète se déroulant discrètement à côté de la mienne depuis Dieu sait combien de temps. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent. Elle est revenue, riant, le visage rouge d'avoir dansé, et s'est blottie contre moi, sentant le vin, la sueur et son parfum. Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un faux pas dû à l'alcool. C'était une seconde vie. Une vie à laquelle je n'avais jamais été invité. Je m'appelle Daniel. Je suis analyste financier, j'ai 42 ans. Je suis marié à Élise depuis 15 ans et, jusqu'à hier soir, je pensais la connaître. Je ne l'ai pas confrontée à la soirée. Trop de témoins. Trop d'alcool. Au lieu de cela, j'ai mémorisé son nom sur son téléphone, Marcus Chen. Le nouveau directeur de la création de l'entreprise. Je l'avais rencontré 2 fois lors de réception de l'entreprise. Lui avait serré la main. Avions échangé des banalités sur le temps, le sport, la politique. Pendant tout ce temps, il couchait avec ma femme. Quand nous sommes rentrés à la maison, Élise a enlevé ses talons près de la porte, une habitude qui m'agaçait autrefois, mais qui me semblait maintenant affreusement précieuse. J'ai observé sa routine d'un œil nouveau, les boucles d'oreilles posées délicatement sur la table de chevet, le maquillage démaquillé méthodiquement, la nuisette en soie glissant sur ses épaules. Combien de nuits avait-elle accompli cette même routine, se glissant dans le lit à mes côtés avec des secrets palpitants sous sa peau? Tu es silencieux, dit-elle en massant de crème ses mains. Tu ne t'es pas amusé? J'ai hoché la tête, assis sur le bord du lit. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que quoi a commencé? Elle a continué à se masser les mains, mais ses mouvements ont ralenti. Toi et Marcus. Le flacon de crème hydratante est tombé sur la moquette. Le visage d'Élise a traversé une série de micro-expressions, choc, déni, calcul, puis finalement, une sorte d'étrange soulagement. Comment as-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Ma voix semblait lointaine, même pour moi. Je ne te demande pas comment je l'ai découvert. Je te demande quand ça a commencé. Elle s'est assise à côté de moi, sans me toucher, ses yeux fixés sur le mur. Il y a 6 mois. La conférence de Seattle. 6 mois. Une demi-année de ma vie réécrite. Chaque soir tard au bureau, chaque voyage d'affaires, chaque absence inexpliquée où tout s'est réarrangé dans mon esprit comme un kaléidoscope se transformant en un nouveau motif. Pourquoi? La question m'a brûlé la gorge. Je ne sais pas, a-t-elle chuchoté. Puis, plus fort, non, ce n'est pas vrai. Je sais exactement pourquoi. Elle s'est tournée vers moi, les yeux secs et clairs. Parce qu'il me voit. Pas comme ta femme. Pas comme la mère, la fille ou la collègue de qui que ce soit. Juste moi. La simplicité de cette affirmation a frappé plus fort que n'importe quelle excuse élaborée n'aurait pu le faire. Je me suis souvenu de l'époque où, moi aussi, je la voyais ainsi juste Élise, complète et magnifique en elle-même. Quand est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que tu es amoureuse de lui? La question que je ne voulais pas poser, mais que je devais poser. Je ne sais pas ce que je suis, a-t-elle dit. Confuse.
Coupable. Vivante. Tout cela. J'ai acquiescé, un étrange calme s'emparant de moi. J'ai besoin de réfléchir. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Daniel, on devrait en parler. Pas ce soir. J'ai rassemblé mes affaires brosse à dents, pyjama, dignité et j'ai quitté notre chambre. Dans le calme stérile de la chambre d'amis, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui m'a semblé plus dangereux, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai recherché le nom de Marcus Chen. Son profil LinkedIn révélait un homme de 5 ans mon cadet avec une trajectoire de carrière impressionnante. Instagram montrait une vie de vernissage, de randonnée en montagne et de repas savamment mis en scène. Une vie créative. Une vie aventureuse. Tout ce que mon existence structurée et prévisible n'était pas. Vers 3 heures du matin, j'avais créé un tableur de dates voyage d'affaires, réunion tardive, week-end où Élise rendait visite à sa sœur, les corrélant avec les absences de Marcus sur les réseaux sociaux. Le schéma était clair, méthodique, presque élégant dans sa tromperie. Je l'admirais, d'une manière détachée et clinique. Ils avaient été prudents. Ils avaient été intelligents. Mais pas assez. Le lendemain matin, je me suis mis en arrêt maladie. Élise a fait de même. Nous tournions l'un autour de l'autre dans la cuisine comme des animaux méfiants. Je n'ai rien prémédité, dit-elle en versant du café dans mon mug préféré, celui que nous avions rapporté de notre voyage de noces à Bali. C'est arrivé comme ça. Rien n'arrive comme ça pendant 6 mois, répliquai-je, en acceptant le mug, mais sans en boire. 6 mois, c'est un choix. 6 mois, c'est des milliers de choix. Elle tressaillit. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Je m'assis à l'îlot de cuisine. Et rien. Je veux comprendre comment c'est arrivé sans avoir à vous imaginer ensemble. Élise s'assit en face de moi, ses doigts enroulés autour de son propre mug. On était partenaires pour une présentation. On restait tard à travailler. Il me posait des questions, de vraies questions, pas des questions de politesse. On a commencé à déjeuner ensemble. Puis à prendre des verres. Et puis, sa voix s'éteignit. Et puis vous avez commencé à coucher ensemble, finis-je. Elle hocha la tête, son regard direct. Je me suis dit que ce n'était que physique, au début. Quelque chose de séparé de nous, de notre mariage. Mais ensuite ça ne l'était plus, dis-je. Le café entre nous refroidissait, intact. Non. Ça ne l'était plus. Elle tendit la main à travers l'îlot, ses doigts effleurant les miens. Je ne me suis pas retiré, mais je n'ai pas répondu non plus. Daniel, je t'aime toujours. Ça n'a pas changé. Vraiment? Je pris enfin une gorgée de café. Il était amer, trop infusé. On ne peut pas mener 2 vies de front sans léser l'une d'elles. Peut-être que c'est vrai, admit-elle. Ou peut-être que je me suis lésé moi-même toutes ces années. À me contenter de jouer la sécurité. À être celle que tout le monde attendait que je sois. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine résonnait bruyamment dans le silence qui suivit. Dehors, les arroseurs du voisin s'étaient mis en marche, rythmiques et paisibles. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, demandai-je. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent légèrement, comme surprise que je lui demande son avis. Je ne sais pas. Je pensais que tu me mettrais à la porte. Ou que tu partirais. Je pourrais encore le faire. Je me levai, soudain agité. Mais je veux comprendre d'abord. J'ai besoin de voir ce qui m'a échappé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'attrapai mes clés de voiture au crochet près de la porte. Je vais chez lui. Daniel, non. Tu ne m'arrêteras pas, dis-je doucement. Tu me dois bien ça. Son visage se décomposa. Il n'est pas chez lui. Il est à Chicago jusqu'à mercredi. Bien sûr qu'il l'était. Le voyage d'affaires dont elle avait parlé la semaine dernière, celui qui coïncidait malheureusement avec notre anniversaire. Alors je verrai sa maison sans lui, dis-je. L'adresse, Élise. Elle me la donna, sa voix creuse. Marcus Chen vivait dans un loft aménagé dans un ancien entrepôt du centre-ville, briques apparentes, fenêtres immenses, sol en béton poli. Tout ce qui manquait à notre maison de 4 chambres en banlieue, du cachet, de l'histoire, du piquant. J'avais utilisé la clé de rechange qu'Élise avait rendue à contre-cœur, celle qu'elle n'aurait jamais dû avoir, pour commencer. Me promener dans son espace, c'était comme violer ma propre vie.
Je trouvais des traces d'Élise partout, une paire de boucles d'oreilles que je n'avais jamais vues sur la table de chevet, son thé préféré dans le placard de la cuisine, une photo encadrée d'eux deux en randonnée dans ce qui ressemblait aux cascades, son visage tourné vers le soleil, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Dans sa salle de bain, je trouvais ses affaires de toilette rangées soigneusement à côté des siennes. Son shampoing coûteux. Son nettoyant visage spécial pour peau sensible. La lotion à la lavande qu'elle utilisait tous les soirs. Ce n'était pas juste une aventure. C'était de la vie domestique. Du partenariat. Une vie qui se construisait brique par brique à côté de la nôtre qui s'effondrait. Je m'assis sur son lit et je l'appelai. Je suis assis dans ton autre chambre, dis-je quand elle répondit. À regarder ton autre vie. Sa respiration s'accéléra. Daniel, s'il te plaît, rentre à la maison. On devrait en parler ensemble. C'est bien ça, dis-je, en passant ma main sur les draps coûteux. Je ne pense pas que nous soyons ensemble depuis longtemps. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle. On a construit une vie. On a construit une routine, rectifiai-je. À quand remonte la dernière fois où nous avons vraiment parlé? Pas des factures, des horaires, ou à qui c'était le tour d'appeler le plombier mais vraiment parler? Le silence s'étendit entre nous, accablant par sa longueur. Rentre, dit-elle enfin. S'il te plaît. Je raccrochai sans répondre et continuai mon exploration. Dans son bureau, je trouvai des croquis et des dizaines de croquis d'Élise. Élise riant. Élise lisant. Élise dormant. Dessinée avec le genre d'attention qui vient d'une vraie observation. De voir quelqu'un. Et puis je trouvai autre chose, un petit coffret de velours caché dans le tiroir de son bureau. À l'intérieur il y avait une bague, pas à accent grave-l'œil, mais unique. Un saphir entouré de petits diamants. La pierre de naissance d'Élise. Mon estomac se noua. Ce n'était pas juste une aventure. C'était une stratégie de sortie. Quand je suis rentré à la maison, Élise m'attendait dans le salon, assise au bord du canapé comme une visiteuse dans sa propre maison. Il t'a acheté une bague, dis-je sans préambule. Le sang quitta son visage. Quoi? Ne fais pas semblant de ne pas être au courant. Je jetai mes clés sur la table basse. Est-ce qu'il allait te demander en mariage après le divorce? Ou est-ce que tu prévoyais de disparaître un jour? Nouveau nom, nouvelle vie, table rase. Je n'étais au courant d'aucune bague, dit-elle, sa voix tremblant. Daniel, je te jure. Quelque chose dans son choc semblait sincère. J'étais assis en face d'elle, soudain épuisé. Qu'est-ce que tu veux, Élise? Ce que tu veux vraiment? Elle a détourné le regard, les larmes finissant par couler. Je ne sais plus. Je croyais le savoir. Je croyais vouloir, plus. Quelque chose de différent. Mais maintenant, tout s'écroule, et je. Elle s'est interrompue, les épaules tremblantes. Pour la première fois depuis que j'avais découvert cette liaison, j'ai senti le mur entre nous s'amincir légèrement. Pas à cause de ses larmes, mais à cause de sa confusion. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des mois. Je veux le rencontrer, dis-je soudainement. Quand il sera de retour. Tous les trois, face à face. C'est une très mauvaise idée, dit-elle en essuyant ses yeux. Qu'est-ce que ça apporterait? J'ai besoin de voir ça, dis-je simplement. J'ai besoin de vous voir ensemble. J'ai besoin de comprendre ce qui m'a échappé, ce que je n'ai pas vu. Et après? Sa voix était à peine audible. Après, je déciderai si notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Les 3 jours suivants se sont déroulés dans une étrange incertitude. Nous dormions dans des chambres séparées, mais partagions les repas. Nous parlions de choses banales, mais évitions l'éléphant dans la pièce. C'était comme vivre avec le fantôme de notre ancien mariage, toutes les routines intactes, mais creuses au centre. Mercredi soir, Marcus est revenu de Chicago. J'ai insisté pour aller le chercher à l'aéroport, seul. Il m'a repéré aux arrivées, la confusion traversant son visage, puis la compréhension, puis la résignation. Il s'est approché lentement, un sac de voyage sur l'épaule. Daniel, dit-il, tendant la main par réflexe, puis se ravisant. Marcus. Je l'ai étudié ouvertement, la barbe de 3 jours artistique, les lunettes à la mode, la confiance tranquille. Il faut qu'on parle. C'est évident. Il ajusta son sac. Est-ce qu'Élise va bien?
Le fait que sa première préoccupation soit son bien-être m'irrita plus que n'importe quelle attitude défensive. Elle nous attend au Westlac, dis-je, en nommant un bar neutre du centre-ville. J'ai pensé qu'il valait mieux qu'on se rencontre en terrain neutre. Il hocha la tête, me suivant jusqu'au parking. Dans la voiture, il rompit le silence le premier. Je ne vais pas m'excuser, dit-il, regardant droit devant lui. Pas parce que je ne pense pas avoir mal agi, mais parce que ce serait insultant pour toi. Des mots vides ne répareront rien. Non, ils ne répareront rien, approuvai-je, en me faufilant dans la circulation du soir. Mais j'ai besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi elle? Pourquoi ma femme? Marcus se tourna pour me regarder complètement alors. Parce qu'elle est extraordinaire. Et elle était en train de mourir de l'intérieur. C'est un peu dramatique, tu ne trouves pas? Vraiment, rétorqua-t-il. À quand remonte la dernière fois que tu lui as parlé de sa photographie? De ses rêves de voyage? Du roman sur lequel elle travaille depuis 3 ans? Chaque question me percuta comme un coup physique. Photographie? Roman? Qui était cette femme qu'il décrivait? Élise n'écrit pas, dis-je, mais l'incertitude s'insinua dans ma voix. Le silence de Marcus en disait long. Au bar, Élise était déjà assise dans une banquette d'angle, sirotant un verre de vin. Elle leva les yeux lorsque nous nous sommes approchés, ses yeux naviguant entre nous avec une peur nue. C'est surréaliste, dit-elle alors que nous nous asseyions, Marcus à côté d'elle, moi en face d'eux. J'ai trouvé la bague, dis-je à Marcus sans préambule. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Comment c'était censé se passer, demandai-je. Tu couches avec ma femme pendant 6 mois, tu lui achètes une bague, et ensuite? Je n'allais pas la demander en mariage tant qu'elle était encore mariée, dit-il, d'une voix égale. Je ne suis pas à ce point un salaud. Juste assez pour l'être, murmurai-je. Daniel, s'il te plaît, intervint Élise. Ça n'arrange rien. Qu'est-ce qui arrangerait les choses, demandai-je, sincèrement curieux. Qu'est-ce qui pourrait bien améliorer cette situation? L'honnêteté, dit Marcus simplement. Une honnêteté totale. Alors nous avons parlé. Pendant 3 heures, nous avons parlé. Du moment où la liaison a commencé. De pourquoi. De ce qui manquait dans notre mariage, pas seulement pour Élise, mais pour moi aussi. De la façon subtile et insidieuse dont le confort avait remplacé la passion, la sécurité avait remplacé la croissance. Et quelque part au cours de ces 3 heures, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai recommencé à voir ma femme, non pas comme ma possession, non pas comme une extension de moi-même, mais comme un être humain à part entière, avec des désirs, des frustrations et des rêves auxquels j'avais cessé de prêter attention. J'ai aussi vu, avec une clarté douloureuse, comment elle s'animait autour de Marcus. Comment elle se penchait inconsciemment vers lui. Comment ses yeux cherchaient les siens quand elle voulait appuyer un argument. Comment il anticipait ses besoins, en lui tendant l'eau avant qu'elle ne le demande, en se souvenant exactement de la façon dont elle aimait son 2e verre. C'était comme regarder une danse dont j'avais oublié les pas. Je t'aime toujours, Daniel, dit-elle alors que le bar commençait à se vider autour de nous. Je t'aimerai toujours. Mais je ne pense plus être amoureuse de toi. Ces mots auraient dû me dévaster. Au lieu de cela, ils ont clarifié quelque chose que je ressentais depuis des mois, voire des années. Je sais, dis-je doucement. Je crois que je le sais depuis un moment. Nous n'avons juste pas eu le courage de le dire à voix haute. Marcus, il faut lui rendre justice, resta silencieux. Cette partie ne le concernait pas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Élise répéta, en écho à ma question d'il y a quelques jours. Je regardais de l'un à l'autre, ces 2 personnes prises dans un triangle que personne n'avait planifié. Maintenant, il faut trouver comment clore un chapitre et en commencer un autre, dis-je. Avec dignité. Avec honnêteté. Le divorce fut prononcé 6 mois plus tard. Étonnamment à l'amiable, compte tenu des circonstances. Nous nous sommes partagés notre vie commune comme des archéologues cataloguant soigneusement des artefacts se souvenir pour toi, celui-là pour moi. Élise emménagea avec Marcus. J'ai gardé la maison, bien que je l'ai vendue 1 an plus tard. Trop de fantômes. Le plus étrange n'était pas de la perdre. C'était de réaliser que j'avais commencé à la perdre il y a des années, une petite inattention après l'autre. Un rêve oublié après l'autre. Un besoin ignoré après l'autre. Je n'ai pas assisté à leur mariage,
bien qu'il m'ait invité dans un geste de cruauté ou de gentillesse, je ne suis toujours pas sûr de savoir lequel. Mais j'ai envoyé un cadeau, un appareil photo. Le modèle cher qu'elle avait toujours voulu, mais que nous n'avions jamais priorisé dans notre budget. J'ai inclus une note, pour immortaliser votre nouvelle vie. Qu'elle soit remplie d'aventures. Elle m'a envoyé une carte de remerciement avec une photo à l'intérieur, un autoportrait pris dans le miroir, l'appareil levé vers son œil, le visage partiellement caché, mais souriant. Au dos, elle avait écrit « Merci de me voir, enfin ». C'était l'échange le plus honnête que nous ayons eu depuis des années. 2 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Une professeure de littérature à l'esprit vif et au regard attentif. Lors de notre 3e rendez-vous, quand elle a mentionné sa passion pour la poésie russe obscure, j'ai posé des questions de suivi. Je voulais des détails. Je voulais comprendre. Je voulais la voir. Parce que c'est ce que j'ai appris en perdant Élise, les gens ne sont pas des biens à conserver. Ce sont des jardins à cultiver. Ce sont des histoires à lire attentivement, page après page. Parfois, je repense encore à cette soirée de Noël d'entreprise. À cette danse qui n'était pas qu'une simple danse. Au moment où une vie a pris fin et où une autre a commencé. Au début, j'ai ri avec les autres. Mais ce n'était pas drôle. C'était nécessaire. C'était le début d'une vie plus authentique pour toutes les personnes impliquées. Y compris moi. Surtout moi.